D'abord pour dire que le nom de Lancy apparaît dans l'histoire écrite, donc ce qui définit l'histoire, c'est justement qu'elle soit écrite en 1201. À ce moment-là, c'est un patronyme, c'est deux frères, Pierre et Aymon de Lancy, mais ça indique donc l'existence de ce village, de ce hameau. Et Lancy, en partie, appartenait à Saint-Victor. C'est pour ça que les premiers actes où le nom apparaît sont liés avec l'existence de ce prieuré. Mais vraisemblablement, ce nom a une origine romaine ou gallo-romaine, comme tous ces noms en Y qu'on a dans le canton, Satigny, Lancy, etc. Et on pense qu'il y avait à l'origine, au moment de l'époque romaine, un personnage qui devait s'appeler Londicius, dont le nom est resté d'abord à sa villa et ensuite au village qui en est sorti. Et toutes les caractéristiques qui font que Lancy est un village qui devrait normalement se distinguer, être considéré comme un joyau, ne sont pas toujours connues. Parce que, disons que tout le monde sait par exemple que sur la commune de Bardonnay, Composières est considéré comme un site d'importance nationale, et ça c'est facile à comprendre parce qu'il y a une église, il y a un château, c'est sur une petite colline, etc. En revanche, quand on dit que le deuxième site d'importance nationale qui se trouve sur la commune est Lancy, il y a beaucoup de gens qui ne voient aucune différence entre Lancy, Charroux, Bardonnay, etc. Dans cette première cour, on peut voir la maison principale avec le corps de logis ancien qui avait été en fait acquis. On ne sait pas exactement quelles étaient les parties qui avaient été acquises par les Berlioz au XVIIe, début XVIIe, et peu à peu aménagées. Et on commence à voir la partie nord, qu'on appelle la nouvelle partie, qui a été construite en 1699. Alors, donc quand même une nouvelle partie assez respectable. Si vous voulez me suivre, personne qui aimerait visiter, voir au moins le grand salon, mais je sais pas, certaines personnes m'ont dit qu'ils connaissaient déjà la maison, donc voilà. Mais je montre volontiers le grand salon. Et on voit comme ça la façade, c'est une des premières dans ce style à Genève, qui date de 1699. Alors on ne peut pas occuper ni chauffer toutes ces pièces toute l'année. Mais donc cette pièce au XVIIe était aménagée, ou au début XVIIIe était aménagée de cuir de Cordoue. Comme on le voit, c'était indiqué sur les anciens inventaires, des cuirs de Cordoue, et il y avait un ameublement très très varié avec il y avait des lits, enfin toutes sortes de. Je pense que les gens vivaient et dormaient ici, jouaient beaucoup, y compris avec le curé de Comzières qui aimait beaucoup venir jouer au tric-trac et à toutes sortes de jeux ici. Et au XVIIIe, il y a eu, je pense, un réaménagement au goût du jour, et alors on a fait faire ces toiles peintes. En fait, celle qui est là, qui est légèrement différente, était dans un autre salon. Et qui a été modifiée au XVIIIe. Elle a été ramenée ici et complétée de celle-là. Elles ont été peintes par un nommé Ray, élève de Vernet, donc à Marseille, qui était spécialisé dans ces marines. Et elles ont été faites pour cette pièce. Comme ça, avec chaque fois un port, enfin c'est des ports ou des visions maritimes partiellement réalistes et partiellement imaginaires. Donc ceux qui peuvent reconnaître
précisément un lieu sont les bienvenus. Enfin, je serais très contente. Et voilà, donc cette pièce qui est intouchée, qui fait partie des éléments classés. En fait, la maison et en particulier ce salon sont classés au niveau national, hein, donc d'importance nationale. Et donc on ne fait pas grand-chose d'autre que de la maintenir dans le meilleur état possible. On peut deviner l'emplacement de la salle du culte. Certains d'entre vous, vous êtes partiellement dans ce qui était la salle du culte, qui a été diminuée par les travaux entrepris par ma grand-mère. Et c'est une salle du culte qu'on a connue comme enfant, qui a fonctionné jusqu'au début des années 70. On a à peu près tous été baptisés là. Ici, la pierre romaine. Donc la maison de maître qui est à l'entrée du village, donc pour son fils aîné, et puis en faisant ses bâtiments agricoles aussi. Je dirais que c'est les deux importantes périodes de construction. Et Charles, toi, t'habites une maison de village ou t'as... Ouais. Ah ouais? Ah, non, mais ma maison, elle a 30 ans. 30 ans? Ah ouais, C'est moi qui l'ai construite. C'est tout vieux. C'est pas encore un monument historique. Je pense que ça pourrait être une menace à chaque instant maintenant. Ah oui, ça ferait. Nous, c'est tout bouffé. Et puis la partie avec les buirons, c'était plutôt pour la partie des fleurs. Ça, c'était plutôt pour les fleurs de la maison, de la grande maison. Et à partir de là, c'était les légumes. Plus habituel comme à, je sais pas, rue Saint ou autre, on a la ferme qui se face à la rue, avec la cour vraiment directement en relation avec la rue. Ici, c'est perpendiculaire, on se glisse en fait dans les cours et entre les maisons, et les quelques ruelles qui croisent la rue du Prieur sont justement cette orientation un peu particulière à Nancy. Des petits ballons. Et puis, il y aura du pain de toute façon. Oui, oui. Parce que je vais prendre aussi un Un croustille, ouais. 250. Ouais, 250. Ça, c'est 250, ça? Ouais, carrément. D'accord, merci beaucoup. Merci, madame. Ça date de 1909. Et puis à Valence. Il y a longtemps de temps de monde. Écoutez, j'ai fait 30 écoles, j'ose pas les montrer. Oh là là. Il faut pas. Les 30 premiers, tant pis. Les 30 premiers. Les premiers qui sont servis. Comme on attendait une trentaine de personnes. Juste une question, vous avez ouvert de quand à quand? De 1909 à 2006, il manquait 3 ans pour faire 100 ans. Aïe aïe aïe, on aurait pu faire une fête. On a fait la fête. Quand j'ai fermé, là, il y a toute une équipe qui est venue. Alors comment c'est possible que dans un petit village,
deux boulangers. En plus de ça, vous étiez deux familles. Il y avait ton oncle et sa femme, donc Monique et Simon. Oh, mais ça, c'est le grand-père avant. C'était avant déjà, oui. Non, mais il y en avait une à côté, puis bon, ça existait déjà là, puis ça avait été fermé. Alors, quand mon grand-père, qui était fils de paysan à Charot, a été demandé la main de la fille Barbu, qui était fille de paysan à Croix-de-Rezon, il lui a dit, si tu veux ma fille, il faut reprendre la boulangerie à Lancy. Puis voilà. Il n'était pas boulanger de métier, mais bon... Mais finalement, tout se vendait, quoi. Alors il a pris des mitrons, puis lui livrait avec le char et le cheval. Il livrait dans toute la région. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout les livraisons qui permettaient aux boulangeries de survivre. Parce que la clientèle on allait de la du douane village, de Bosset jusqu'à la douane de Certoux pour livrer tous les villages. Ça faisait pas mal. Et puis les deux boulangers se partageaient, ils avaient chacun leur clientèle. Leur coin. Quel beau temps, hein, quand même. Puis après, vous trouvez Fait intéressant ici, c'est bon, il y a d'une part ces pierres à accolade qui peut-être ont été récupérées sur un bâtiment un peu plus noble et plus ancien qui se trouvait dans le coin et qui a été démantelé à ce moment-là, un remploi. Mais alors ce qui est tout à fait particulier et qui est très rare de le trouver encore en place, c'est ces encadrements noirs que vous pouvez remarquer qui en fait dessinent une porte ou une fenêtre rectangulaire, donc sans tenir compte de ces accolades. Et ce noir, qui était fait à base de noir de fumée, on faisait brûler des cèpes de vigne ou d'autres bois, on récupérait le charbon pour faire cette couleur. On la retrouve, ça se faisait beaucoup à Genève, mais on retrouve cette habitude en Bourgogne, dans le nord de la Suisse également. Nous avons décidé, notre association, d'organiser un petit quelque chose pour pouvoir se rencontrer au moins une fois par mois et qu'il y ait des occasions de contact entre différents habitants du village. Parce que comme vous le remarquez, ceux qui ne sont pas d'ici, c'est tellement encaissé avec ces murs que les gens n'ont pas beaucoup d'occasion de se parler et il n'y a pas non plus d'endroit public. Alors on se réunit ici. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'ancienne forge. Tout à l'heure, on était à la nouvelle forge sous l'Arche. Hein. Et ici, c'était l'ancienne forge qui a été fondée en 1820, quelque chose comme ça, par un nommé Claret. Alors ce Claret a fondé cette forge. Après, il y a eu plusieurs forgerons. Et puis en 1937, il y a un nommé Évard qui est venu de l'extérieur et qui était protestant dans ce village catholique et qui a repris cette forge. Ouais. Qui a repris cette forge, et en même temps, l'auberge s'appelait aussi Claret, donc le Claret en question, c'était le café Claret avec la forge, c'est-à-dire aussi que c'était le centre, disons, d'activité dans un milieu paysan où les gens amenaient leurs chevaux. Il y a du reste encore une boucle sur le mur pour le faire ferrer, ou vous pouvez rentrer également dans la forge, c'est suffisamment grand pour qu'un char puisse entrer pour aussi. Un charron doit travailler dessus. Deux indications. Vous avez effectivement sur votre droite au rez-de-chaussée, on peut slalomer, ces panneaux de bois qui coulissent et qui permettaient de mettre le foin pour l'écurie qui se trouve ici sur votre droite.
Vous verrez, vous pouvez les faire coulisser et vous verrez que derrière c'est un grand bazar, c'est un dépôt de brocante. Merci de vous passer de nos commentaires. Autre deuxième et dernière indication, vous pouvez admirer la charpente qui est effectivement très belle, très grande, sans aucune pièce métallique, tout est avec des chevilles de bois. Et elle doit dater, moi je ne suis pas charpentier, mais elle doit dater d'un certain nombre d'années, car vous verrez que les poutres sont taillées à la hache. C'est pas... Vous verrez, on voit bien. Donc si quelqu'un a des connaissances dans le domaine, il pourra probablement nous dire que c'est une poutraison qui date de plusieurs siècles. Dernière indication, c'est, comme on dit dans les salons de Versailles, attention pour ceux qui montent à l'étage, c'est casse-gueule. Tenez-vous vraiment bien à la rampe, méfiez-vous de la poutre. J'ai mis un petit peu de mousse, mais le but, c'est quand même pas que la moitié d'entre vous se retrouve aux urgences. Bonne visite. C'est bien que les gens se réunissaient ici, discutaient, et puis aussi ils allaient au bistrot. Et puis après avoir été au bistrot, souvent ils allaient au boulevard des Belles Filles, là-bas derrière, je ne sais pas ce qu'ils allaient y faire, mais on peut deviner. Et ici, dans cette cour des miracles, il y avait aussi des contrebandiers qui se réunissaient et puis qui amenaient du sel en France. Alors ils avaient des bretelles où ils accrochaient des sacs de sel pour traverser. Parce que ceux qui connaissent un petit peu, on est tout près de la frontière ici. Hein. Par exemple, ici, on voit la fanfare qui se réunit, qui joue. Et puis là, près de la fontaine, il y a des filles qui tiennent par le cou quelques soldats cuisiniers. Là, voilà. Donc, voilà. C'est pas très érotique, mais enfin bref. On doit être pas mal. Hein. Ah, c'est sympa. À partir du moment où, dans la région genevoise, il y a eu des protestants et des catholiques, eh bien, il a fallu prévoir, en fonction des lieux, des cimetières protestants ou catholiques. On ne se mélangeait pas. Et ça a été le cas d'ailleurs, même après le moment où Genève est devenue un canton et où les communes réunies catholiques, soit au départ françaises ou savoyardes, ont été réunies au reste, aux autres communes, aux anciens mandements et à la ville de Genève protestante pour former le canton, un canton d'un seul tenant qui puisse entrer dans la Confédération suisse, eh bien cette habitude d'avoir des cimetières confessionnaux, enfin en fonction des confessions, s'est maintenue jusque dans les années 1870. Donc il y avait encore, suivant où, le cimetière protestant et le cimetière catholique. Voilà, alors entre 1754 et 1850, ce premier cimetière protestant, à un moment donné, a disparu au gré d'échanges de parcelles. Et donc, les nouveaux, je ne sais pas comment ça s'est exactement arrangé, mais en tout cas, il a disparu à ce moment-là. Et c'est à partir de 1850 que ce minuscule cimetière-là a été créé. Et ce minuscule cimetière-là était plein en 1883. Donc, en 30 ans, il a atteint son maximum de possibilités d'utilisation, et il a été décidé à ce moment-là de ne plus y inhumer, mais il y avait une concession perpétuelle qui avait été accordée à une certaine personne dans les années 1870, ce qui voulait dire, quand on dit concession perpétuelle, c'est en fait 100 ans, ce qui voulait dire que pendant 100 ans, en tout cas, cette personne devait pouvoir rester à son emplacement dans sa tombe, donc on l'avait inhumé en 1870. Et ajouter quelque chose, il y a eu une intervention au dernier conseil municipal de la part d'un conseil municipal pour demander que quelque chose soit fait avec ce cimetière.
Et vous aurez des nouvelles là-dessus dans un peu plus d'une semaine dans vos boîtes aux lettres. Vous recevrez la Voix Maltaise avec un article sur le cimetière. Il faut dire que le bâtiment était en 3 zones. Il y a la première où il y avait les chevaux, le centre qui est 2 fois à peu près les autres, où c'était l'écurie, les vaches, et le troisième il faisait le vin. Ah, c'était Trois fonctions. Il n'y avait pas d'habitation, il y a juste cet étage-là où j'habite. Non, c'était des chambres où les ouvriers dormaient.